Journal d'une folle. 1. Je raconterai plus tard comment ce journal est arrivé entre mes mains. Pour l'instant, je ne dirai que ceci. J'ai promis de ne pas révéler le nom de la personne qui a voulu s'exprimer dans ces colonnes. Je n'ai pas pu décider dans quelle mesure ce texte exprime la réalité ou est un produit de l'imagination. L'auteur se moque-t-il? Invente-t-il? Affabule-t-il ou fait-il passer un message? Ou bien tout ceci n'est-il que le fruit d'une hallucination? Je l'ignore encore. Quand les spécialistes m'ont prise en main, j'avais 16 ans. Ils m'ont fait subir des tests, ils m'ont examiné attentivement, ils ont tiré leurs conclusions, m'ont soumise à un traitement, mais ils ne m'ont pas mise en circulation. J'étais un cas désespéré. L'accusé s'est levé. Le juge a écrit schizophrénie paranoïde. J'ai aimé l'étiquette qu'ils m'ont collée, car l'être humain aime tout ce qui lui appartient. Et j'ai pensé que toutes ces choses, les guerres, les prisons, les femmes battues, etc., n'étaient qu'hallucinations. Donc, ce n'était pas le monde qui était en cause, mais mon imagination débridée. Pendant la première année de mon séjour à l'asile d'aliénés, mon père a rendu son dernier soupir. Qu'il repose en paix. Il était blond, bien bâti. C'était un bel homme. Il ressemblait à Yul Brynner, il n'était même pas chauve. Moi, j'avais l'air d'un pied de haricot desséché, longue, chétive, noiraude. Quand on nous voyait ensemble, on devait se dire, une fois de plus, qu'à notre époque, la famille a fait faillite. Pour tout héritage, il ne m'a laissé que son talent pour le jeu d'échecs. Je le dis sans fausse modestie, je suis une extraordinaire joueuse d'échecs. J'ai même donné mon nom à une ouverture, je n'ai jamais perdu. Sauf une fois. Il y a 10 ans, j'ai joué aux échecs jusqu'au matin avec un médecin stagiaire. Il avait un visage fin, des yeux verts. Quand il a dit... Échec et mat! J'ai craqué. Je ne sais pas si cela a un rapport avec cette chose qu'on appelle l'amour, mais ça a été ma perte. Bref, venons-en au fait. Le 14 juillet à 14h30, j'ai été convoquée dans le bureau du médecin-chef. À ce moment-là, j'étais dans la sorte de débarras climatisé, sentant la lavande et garni de fauteuils en simili-cuir que dans l'argot de l'hôpital, on appelle « suite des jeunes mariés ». Tout en sueur, j'ai couru dans le long corridor obscur. En adressant des vœux à mon Dieu personnel, j'ai ouvert la porte et qu'est-ce que j'ai vu? Tels des chevaliers, 4 psychiatres étaient assis à une table ronde chargée d'une montagne de dossiers qui, sans aucun doute, me concernaient. Comme 10 ans plus tôt, mes yeux cherchèrent involontairement le médecin aux yeux verts. Il n'était pas là. Avec la conscience de la mort, je m'avançai d'un pas tremblant. C'est le psychopathe qui a dépecé sa femme? Lança un docteur à l'air grincheux. C'est normal qu'on me prenne pour un homme, je mesure 1m80 et j'ai la boule à zéro. Non, moi je suis la schizo. Dis-je d'une voix d'outre-tombe. Entre nous, cela flattait mon orgueil qu'on me prenne pour le bûcheron. En entendant cette voix, on aurait dit que c'était celle de Lazare, disant du fond de sa tombe à Jésus qui venait de le ressusciter « Retire vite ta main ». Nous avions appris à changer ainsi notre voix en regardant un schizophrène dans un film américain. Tout le dortoir s'y exerçait et les assistants se tordaient de rire. Les schizophrènes sont vraiment bizarres, dit le grincheux qui avait de vastes connaissances et une longue expérience. Tu prendras du thé? Demanda le médecin-chef. J'étais morte de soif, mais flairant le piège, je me dominais. Je savais que 4 pères Dieu étaient prêts à interpréter chacun de mes gestes. Si j'étais tombée dans le panneau, ils auraient diagnostiqué une homosexualité secrète, ou je ne sais quoi. Ces psychiatres sont tous des obsédés sexuels. Si j'avais pris une tasse ébréchée, ils auraient conclu que j'étais complètement fêlée. Ensuite, la façon dont j'aurais remué la petite cuillère dans le verre en présence du vieux médecin-chef aurait révélé des intentions secrètes. Et puis, comment aurais-je pu la remuer sans faire la grimace? Écoute, ma fille, dit le médecin-chef d'un ton bienveillant, nous te rendons ta liberté. Je restais sans parole. Est-ce que c'était vrai?
Est-ce que je rêvais? Était-ce une hallucination? Mais je veux que tu me promettes. Pas de couteau, de lame de rasoir, pas d'extravagance. À la première faute, tu reviens ici. Je le promets. À vrai dire, je ne comprenais pas pourquoi on m'interdisait ce qui était permis à ceux qui étaient dehors. Je pris mon billet de sortie et m'éloignai d'un pas léger. J'ai 2 mots à dire, monsieur le médecin-chef. Selon moi, vous êtes injuste envers les aborigènes d'Australie. Les 4 hommes restaient pétrifiés. C'est une grande injustice d'imputer à Freud et à Jung la découverte du subconscient, alors que depuis des milliers d'années, les aborigènes d'Australie ne vivent que par le rêve. Et puis, pourquoi toujours la mythologie grecque? Vous tenez pour rien l'Extrême-Orient, l'Afrique, les peaux rouges. Je sortis prestement, J'avais vidé mon sac. Je leur avais rivé leurs clous. et tandis que je m'éloignais d'un pas de plus en plus rapide, j'entendais résonner dans ma tête. Ça y est, je suis libre. Je me mis à courir, et tout en courant, je sentais monter mon enthousiasme. Je criais à l'adresse de ceux qui restaient là, « Viva Libertadé! Viva Pueblo !» Et paf! Je pris la porte vitrée en pleine figure.